Un pot, une plante et deux morceaux de tissu de carbone enfouis dans la terre humide. C'est tout ce qu'il faut. En 2 à 3 semaines, une petite LED s'allume. Non pas grâce à une pile, ni à un panneau solaire, ni à une source d'énergie branchée sur secteur, mais grâce à la terre, grâce à une plante vivante qui fait ce que les plantes ont toujours fait. La lumière reste allumée la nuit. Elle reste allumée même lorsque les nuages masquent le soleil pendant des jours. Elle reste allumée car l'électricité ne provient pas du ciel, mais des racines. Des chercheurs de l'une des universités agricoles les plus réputées au monde ont prouvé l'efficacité de ce procédé. Une entreprise néerlandaise l'a utilisé pour alimenter plus de 300 lampadaires. Et si vous n'avez pas profité de l'énergie produite par vos plantes d'intérieur jusqu'à présent, c'est tout simplement parce que personne ne vous a expliqué comment faire. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment installer n'importe quel pot en une véritable batterie vivante en seulement 5 minutes. Mais avant cela, il est essentiel de comprendre ce qui se passe sous chaque plante que vous avez possédée. Car une fois que vous l'aurez vu, vous ne regarderez plus jamais un pot de terre de la même façon. Bienvenue chez Forbidden Roots. Si vous avez déjà observé une plante d'intérieur tranquillement posée sur le rebord de votre fenêtre, en supposant qu'elle ne faisait rien d'autre que d'être verte, vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui change votre vision de la biologie, de l'énergie et de ce qui est réellement possible avec un seau de terre. Un processus se déroule en ce moment même, dans la terre de chaque plante en pot sur terre. Un processus si fondamental à la vie qu'il se déroule sans interruption depuis des centaines de millions d'années. Et au cœur de ce processus se cache un flux d'électricité brute que nous avons piétiné, dans lequel nous avons jardiné et que nous avons complètement ignoré durant toute la civilisation humaine. Le premier scientifique à prouver que les organismes vivants produisent de l'électricité était un professeur de musique de l'université de Durham, en Angleterre, nommé Michael Crest Potter. En 1911, il y a plus d'un siècle, il publia un article démontrant que les microbes pouvaient générer un courant électrique mesurable. La communauté scientifique l'ignora presque totalement. La technologie permettant de capter cette substance à partir de plantes vivantes a été démontrée pour la première fois en 2008. Elle a été validée par des recherches évaluées par des pairs et publiée dans des revues scientifiques internationales que la communauté scientifique prend très au sérieux. De plus, elle ne nécessite aucun carburant, aucune pièce mobile et aucun entretien, si ce n'est l'arrosage de votre plante. La plante fait tout le travail. Il suffit de savoir où placer les fils. Voici ce qui se passe réellement sous la surface de chaque pot de terre que vous possédez. Et c'est bien plus étrange que vous ne l'imaginez. On nous apprend à l'école que la photosynthèse est élégante et efficace. La lumière du soleil frappe la feuille. La plante absorbe le dioxyde de carbone de l'air et l'eau du sol. Utilisant l'énergie solaire, elle transforme ces ingrédients simples en glucose, sucre, carburant de la vie. Pur, simple, beau. Mais cette version de l'histoire omet un détail crucial. Les plantes sont extrêmement productives. Elles fabriquent bien plus de sucre qu'elles ne peuvent en utiliser pour leur propre croissance. Et elles ne stockent pas le surplus. Elles l'évacuent directement dans le sol environnant par leurs racines. Des recherches publiées par des dizaines d'universités à travers le monde ont établi que les plantes libèrent entre 5 et 21% du carbone qu'elles fixent par photosynthèse directement par leurs racines. Certaines études, menées sur des espèces spécifiques dans des conditions particulières, ont même constaté des pertes allant jusqu'à 40%. Imaginez un peu, jusqu'à un cinquième de ce qu'une plante synthétise grâce à la lumière du soleil est délibérément enfoui dans le sol. Il ne s'agit pas d'un défaut de conception, ni d'un gaspillage. C'est une stratégie perfectionnée par l'évolution au cours de 400 millions d'années d'histoire des plantes terrestres. Voici comment elles fonctionnent. Et c'est là que cela devient extraordinaire. Les sucres libérés par les racines attirent des bactéries. Et pas qu'un peu. Des milliards d'entre elles par gramme de sol.
Elles pullulent dans la zone racinaire, que les scientifiques appellent la rhiosphère, et se nourrissent des sucres que la plante leur offre. En échange de ce repas, les bactéries décomposent les minéraux emprisonnés dans les particules de sol et les transforment en formes assimilables par la plante. Azote, phosphore, fer, zinc, manganèse. Autant de nutriments essentiels dont la plante a désespérément besoin, mais qu'elle ne peut extraire elle-même, lui sont soudainement apportés sur un plateau par des microbes rémunérés en sucre. Il s'agit d'un marché biologique, d'une économie symbiotique qui opère sous chaque prairie, chaque forêt, chaque champ de blé et chaque potager de cette planète, depuis bien plus longtemps que n'importe quelle construction humaine. Mais voici l'élément essentiel pour ce que nous bâtissons aujourd'hui. Et c'est ce détail que le secteur de l'énergie a mis un temps remarquable à reconnaître. Lorsque ces bactéries digèrent les sucres de la plante, la réaction chimique ne produit pas seulement des nutriments. Elle libère des protons et des électrons libres, une charge électrique brute. Dans un sol ordinaire, ces électrons sont immédiatement captés par les molécules d'oxygène ou d'autres composés chimiques présents à proximité. L'énergie se dissipe sous forme de chaleur de faible intensité dans le sol environnant. Elle disparaît, perdue à jamais. Chaque plante en pot que vous avez possédée a, tout au long de sa vie, laissé échapper de l'électricité dans sa terre. Chaque pelouse de votre rue fait de même en ce moment même. Chaque rizière d'Asie du Sud-Est, chaque marais à quenouilles du Midwest américain, chaque mangrove tropicale perd des électrons que personne ne récupère. La fuite est bien réelle. Elle est continue. Elle est mondiale. Et en 2008, une équipe d'ingénieurs environnementaux de l'université de Wageningen, aux Pays-Bas, a trouvé comment l'intercepter. Cette technologie s'appelle une pile à combustible microbienne végétale. Le nom paraît complexe, mais le principe est d'une grande élégance. Il s'agit de créer deux zones distinctes à l'intérieur d'un récipient rempli de terre humide. Une zone anoxique au fond et une zone riche en oxygène près de la surface. On enfouit un morceau de matériau carboné conducteur dans cette zone inférieure. C'est l'anode, l'électrode négative. Les bactéries qui y vivent se nourrissent des sucres que les racines de la plante injectent continuellement dans le sol. Normalement, ces bactéries céderaient leurs électrons résiduels à l'oxygène et l'énergie se dissiperait sous forme de chaleur. Mais en tassant et en humidifiant la terre, vous avez privé cette zone d'oxygène. Les bactéries se retrouvent alors avec une surcharge d'électrons, sans pouvoir les dissiper. Elles cherchent donc la meilleure surface conductrice disponible. Elles trouvent votre électrode de carbone. Et c'est là que cette chimie intéressante devient quelque chose que vous aurez envie de partager. Les bactéries ne se contentent pas de rester près de l'électrode en espérant que tout se passe bien. Elles s'y connectent physiquement. Une espèce appelée Geobacter sulfur reducin, naturellement présente dans la plupart des sols terrestres, produit des filaments protéiques appelés filaments conducteurs électriques, ou EI. Ce sont des nanophiles, de véritables fils électriques nanométriques, se développent directement à partir du corps de la bactérie, s'étendent et se fixent physiquement à la surface de carbone de votre électrode. Des scientifiques de l'Université du Massachusetts ont décrit ces structures pour la première fois en 2005 dans la revue Nature, l'une des publications scientifiques les plus prestigieuses au monde. Depuis, la microscopie à effet tunnel a confirmé que ces nanophiles bactériens conduisent les électrons avec une réponse ohmique linéaire. Cela signifie qu'elles se comportent comme de véritables fils métalliques. Une bactérie plus petite qu'un globule rouge humain développe des câbles conducteurs à partir de son propre corps et se connecte à votre électrode comme on se branche sur une prise électrique. Une fois fixées, les bactéries se multiplient. Elles attirent d'autres bactéries voisines. Elles forment un revêtement vivant dense sur les fibres de carbone, appelé biofilm. Ce biofilm est le moteur de tout le système. Des milliers de bactéries, chacune connectée à un réseau, libèrent des électrons sur l'anode
et transforme le sucre de la plante en courant électrique. Les électrons s'accumulent sur le feutre de carbone. Ils cherchent à atteindre l'oxygène en surface, mais le sol les en empêche. Leur seule voie de sortie est le fil que vous avez connecté à l'anode. Elle remonte rapidement le long du fil conducteur, traverse le petit appareil connecté et atteignent la cathode, la seconde électrode située près de la surface du sol. Là, elle rencontre l'oxygène, se combinent aux protons de l'eau du sol et forment une molécule H2O pure. L'eau, c'est le cycle complet. La lumière du soleil frappe la feuille. La feuille produit du sucre. Les racines injectent du sucre dans le sol. Les bactéries se nourrissent de ce sucre. Les électrons circulent dans le fil conducteur. L'eau se forme à la surface. Pas de combustion, pas de dégradation, pas de pollution, pas de consommation de carburant. La plante continue de croître. Les bactéries continuent de se reproduire. Le soleil continue de briller. Ce n'est pas une batterie qui se décharge. C'est un véritable moteur métabolique vivant qui s'auto-alimente tant que la plante vit. Un seul pot produit environ 0,3 à 0,7 volts. Je vais être franc avec vous, car je pense que vous méritez la vérité. Cela ne suffira pas à alimenter votre réfrigérateur. Un seul pot ne rechargera pas votre téléphone. Quiconque prétend le contraire exagère l'état actuel de cette technologie. Mais un seul pot affichera une tension mesurable sur un multimètre. Et un seul pot relié à une LED basse consommation produira une faible lueur continue grâce à la seule présence d'une plante vivante dans un terreau humide. Pas de pile, pas de recharge, pas de date de péremption. Et ce qu'un seul pot fait, plusieurs pots le font ensemble. C'est le principe que les ingénieurs néerlandais ont démontré en voyant les choses en grand. En novembre 2014, la société Plante U a lancé un projet baptisé Starry Sky. Plante U est une spin-off directe des recherches menées à l'université de Wageningen, cofondée par Marjolien Elder, qui a développé cette technologie durant son doctorat, et David Strick, le chercheur qui a proposé le premier d'associer des plantes à des piles à combustible microbiennes. Pour le projet Starry Sky, ils ont installé des conteneurs végétaux modulaires sur un ancien site de munitions militaires près d'Amsterdam appelé Hemoog. Chaque module contenait des plantes aquatiques indigènes cultivées dans un terreau sur lequel étaient placées des électrodes en carbone. Ils ont connecté les modules en série et en parallèle, puis ont tendu les câbles. Un soir de novembre, alors qu'une foule rassemblée dans le parc levait les yeux vers le ciel, plus de 300 LED se sont allumés, alimentés exclusivement par les plantes vivantes et les bactéries se nourrissant de leurs racines. Pas un seul panneau solaire, pas une seule éolienne, pas un seul raccordement au réseau électrique. L'herbe était déjà là. La terre était déjà là. Les bactéries étaient déjà là. L'installation E a simplement enfoui le filet et récupéré ce que la nature offrait gratuitement. Une deuxième installation a été mise en service près de Wageningen. Ils ont présenté des chargeurs de téléphone portables fonctionnant à l'énergie végétale, des bornes Wi-Fi diffusant de la musique grâce à cette même énergie. Le Forum économique mondial a désigné la plante E comme pionnière technologique. Une designer du nom de Van Urs a poussé le concept encore plus loin, en créant un produit grand public appelé lampe vivante, une lampe de table alimentée entièrement par une simple plante en pot, sans câble, sans pile, sans prise, un lys de la paix dans un vase en verre soufflé à la main, avec une électrode de carbone enfouie sous ses racines. On effleure la feuille, un capteur la détecte, et la lampe s'illumine. L'électricité provient du métabolisme de la plante. Elle l'a présentée à TEDx Amsterdam. La salle s'est plongée dans l'obscurité et la plante s'est mise à briller. Elle s'est ensuite associée à la ville de Rotterdam pour créer un chemin de 35 mètres dans un parc public, éclairé entièrement par la végétation environnante.
Chaque lampe est alimentée par cette dernière. Un sentier pédestre dans une ville européenne illuminée par le vivant. Ni lignes électriques, ni tranchées, ni infrastructures électriques d'aucune sorte. De la terre, des racines, des bactéries et une maille de carbone. Si cette image ne vous fait pas réfléchir à ce qu'est réellement une plante, je ne sais pas ce qui le fera. Et c'est là que les chiffres commencent à bouleverser votre vision de la Terre. Les piles à combustible microbiennes actuelles pour plantes produisent 0,4 watts par mètre carré de surface de culture. Cela paraît presque négligeable. Pourtant, Vogoning et son équipe de recherche ont calculé la production maximale théorique à 3,2 watts par mètre carré. À cette densité, un toit végétalisé de 100 mètres, environ 8176 pieds carrés, pourrait produire 28 kcal par mètre carré et par an. De quoi alimenter un foyer moyen aux Pays-Bas. Imaginez chaque toit plat de votre ville recouvert de carex et d'herbes, poussant paisiblement sous la pluie, tandis qu'une structure en carbone capte silencieusement les électrons libérés par les plantes. Aucun impact visuel, aucun bruit, aucune pièce mobile, aucune émission. Le bâtiment se transforme ainsi en jardin sur son toit et produit de l'électricité en dessous. Mais allons encore plus loin. Une thèse de doctorat soutenue à Wageningen en 2020 a étudié en détail les piles à combustible microbiennes végétales intégrées aux rizières. Les rizières sont naturellement inondées. Le sol au fond est déjà anaérobie. Les conditions nécessaires au fonctionnement d'une pile à combustible microbienne végétale sont réunies dans chaque rizière de la planète, sans aucune modification. Les recherches ont confirmé que les piles à combustible microbienne végétale à base de galettes de riz produisent de l'électricité utilisable tout en permettant à la culture du riz de se poursuivre normalement. Un agriculteur récolte ainsi simultanément le riz et l'électricité sur la même parcelle, sans incidence sur le rendement alimentaire. On estime à 160 millions d'hectares la superficie des rizières en galettes dans le monde. Même avec les densités de puissance modestes d'aujourd'hui, l'utilisation d'électrodes en treillis de carbone sur une fraction significative de cette surface pour produire de la musique représente une source d'énergie capable d'atteindre des puissances de l'ordre du gigawatt sans aucune combustion. Alors, pourquoi cette technologie est-elle restée méconnue du grand public? 3 raisons, et leur compréhension, permettent de saisir non seulement son potentiel, mais aussi comment des idées prometteuses restent bloquées entre le laboratoire et nos foyers. La première raison est la densité de puissance. 0,4 watts par mètre carré ne peut tout simplement pas rivaliser avec les panneaux solaires qui génèrent 150 à 200 watts par mètre carré en plein soleil pour la production d'énergie à grande échelle. Le calcul n'est pas encore concluant. Les ingénieurs le savent. Les chercheurs le savent. Cette technologie n'est pas dissimulée. Elle est en cours de développement. Est sur l'écart entre la production actuelle et le maximum théorique que se concentrent les recherches menées dans les laboratoires aux Pays-Bas. Lors des BISO, essais sur le terrain en Asie et dans un nombre croissant de programmes universitaires à travers le monde. La seconde raison tient à la structure économique. L'industrie énergétique mondiale repose sur une production et une distribution centralisées. Centrales électriques, lignes de transport, sous-stations, compteurs, factures mensuelles. Une technologie qui produit de minuscules quantités d'électricité au point d'utilisation à partir de plantes déjà en croissance, sans coût de combustible ni pièces mobiles, ne s'intègre pas facilement à ce modèle. Non pas parce qu'elle menace qui que ce soit, mais parce qu'il est véritablement difficile de bâtir une entreprise autour d'un processus qui se déroule gratuitement dans la Terre. Il n'y a pas de combustible à vendre. Il n'y a aucun consommable à remplacer. Les bactéries ne nécessitent aucun abonnement. Elles se nourrissent de sucre et libèrent des électrons indépendamment du détenteur du brevet. La troisième raison, et la plus frustrante, est la pénurie de matériaux. Le composant essentiel, le feutre de carbone,
est un matériau industriel. On ne le trouve pas dans les quincailleries, on n'en trouve pas dans les jardineries. Si vous entrez dans un magasin de bricolage et que vous demandez à fabriquer une batterie végétale, vous n'obtiendrez aucun accueil. La plupart des gens qui découvrent cette technologie et tentent de la reproduire avec ce qu'ils ont sous la main, 2 clous en cuivre et une pomme de terre par exemple, fabriquent une batterie chimique rudimentaire qui se corrode, empoisonne le sol et meurt en quelques jours. Ils en concluent que le concept tout entier est une supercherie. L'échec ne réside pas dans la science, mais dans les matériaux. Et comme ces matériaux se trouvent en dehors des circuits de distribution classiques, la plupart des gens n'ont jamais l'occasion de constater son efficacité. Heureusement, on peut se les procurer en quelques clics sur Internet, pour un prix inférieur à celui d'un sac de terreau. La recherche se poursuit donc dans le milieu universitaire. Les démonstrations s'accumulent et le marché attend qu'un produit soit commercialisé. Vous n'avez pas à attendre. Voici comment procéder. Avant de commencer, je tiens à préciser une chose. Ce que je vais décrire vous semblera peut-être très simple. Vous penserez peut-être que j'omets des étapes. Détrompez-vous. Cela fonctionne car les bactéries sont déjà présentes dans votre terre. La plante produit déjà le sucre. La réaction électrochimique a déjà lieu dans chacun de vos pots. Il vous suffit de fournir aux électrons un chemin et une raison de circuler dans votre fil au lieu de les laisser se perdre dans la terre. Voici ce dont vous avez besoin. Un récipient non métallique. Tout récipient étanche non métallique pouvant contenir de la terre et la maintenir humide convient. Un seau en plastique ou un grand pot de pépinière en plastique sont parfaits. Évitez les récipients métalliques car ils perturbent l'électrochimie. Percez ou poinçonnez un petit trou près de la base pour faire passer le fil. Scellez ensuite le trou avec du silicone ou du ruban adhésif étanche. Feutre de carbone. Le feutre de carbone est un tissu léger et flexible, composé de fibres de carbone pures. Conducteur électrique, biologiquement inerte et inoxydable, sa structure fibreuse offre aux bactéries une vaste surface de colonisation. Une pièce sert d'anode, en bas, et l'autre de cathode, en haut. On trouve du feutre de carbone chez la plupart des grands détaillants en ligne. Une plaque de bois suffisamment grande pour ce projet coûte entre 8 et 15 $. Découpez 2 morceaux de la taille approximative du fond de votre récipient. Il vous faut 2 morceaux de fil de fer qui ne rouillent pas dans la terre humide. Le fil d'acier inoxydable est facile à trouver et convient parfaitement. Le fil de titane est idéal pour une durabilité maximale car il est totalement inerte. Mais l'acier inoxydable durera des années. N'utilisez pas de cuivre. Le cuivre se corrode dans un sol humide, libère des ions toxiques et empoisonne les bactéries et la plante. C'est la raison pour laquelle la plupart des expériences de jardinage échouent. Un mauvais choix de fil électrique peut détruire la vie microbienne. Lys de la paix. Choisissez une espèce qui apprécie les sols humides. Le spatofilm pour lys de la paix est le meilleur choix pour une installation domestique. Il est largement disponible, tolère une faible luminosité, prospère dans un sol humide et possède un système racinaire agressif qui colonisera rapidement le feutre carboné. Le papyrus parasol, Cypremium, est une excellente alternative. N'essayez pas cela avec des plantes succulentes ou des cactus. Ils ne produisent pas assez de sucre pour alimenter le processus bactérien. Compost et terreau. Terreau mélangé à une poignée de compost mûr. Le compost introduit une diversité de micro-organismes qui accélèrent la formation du biofilm. Séparateur, une couche de sable fin ou de mousse humide pour séparer la zone anodique de la zone cathodique. Multimètre, un multimètre numérique basique pour mesurer la tension, environ 10 €. LED, une LED rouge basse consommation. Voici la préparation en 5 minutes. Déposez votre premier morceau de feutre de carbone à plat au fond du récipient. Tissez votre premier fil électrique à travers le feutre de manière à ce qu'il soit en contact ferme et réparti avec les fibres. Faites passer le fil par le trou du bas.
Ce sera votre anode. Remplissez le récipient au tiers, environ, avec de la terre humide mélangée à du compost. Tassez fermement. Chassez les poches d'air. Cette couche doit être totalement dépourvue d'oxygène. Plus elle est humide et compacte, plus les microbes consommeront rapidement l'oxygène restant et créeront les conditions anaérobies nécessaires au système. Ajoutez environ 2,5 cm de sable humide ou de mousse de pommier par-dessus. Ce sera votre séparateur. Il ralentit la diffusion de l'oxygène vers l'anode. Placez votre deuxième morceau de feutre de carbone sur le sable. Passez votre deuxième fil électrique à travers celui-ci. Faites sortir ce fil du récipient. Ce sera votre cathode. Remplissez l'espace restant de terre et plantez votre lisse ou votre papyrus directement dans la couche supérieure. Arrosez abondamment jusqu'à ce que la surface brille. Ce système doit rester constamment humide et non pas simplement mouillé. L'eau ne sert pas seulement à maintenir la plante en vie. Elle est le milieu de transport des ions entre l'anode et la cathode. Sans eau, le circuit électrochimique s'interrompt. Si vous partez en vacances une semaine et que la terre se dessèche, la tension chute presque à zéro. Mais voici ce qui est formidable avec un système vivant. Arrosez-la à nouveau. Laissez la terre se réhydrater. En un jour ou deux, les bactéries reprennent leur activité et la tension se rétablit. Le biofilm ne meurt pas d'une sécheresse temporaire. Il entre en dormance. Il attend. Et lorsque l'eau revient, il se réveille et reprend son travail. Un dernier conseil pratique. Si votre tension stagne à un niveau inférieur à celui prévu, la solution la plus courante consiste à ajouter une fine couche de compost frais en surface et à arroser. Cela alimente la zone anodique en une nouvelle vague d'activité microbienne. Imaginez que l'on fait le plein du moteur. Le feutre de carbone est quasiment inusable. Les fils ne se dégradent pas. Le système a seulement besoin de matière organique pour nourrir les bactéries. Et une plante saine en fournit la majeure partie par ses racines. Maintenant, le plus dur, l'attente. Et je le pense sincèrement, cette attente sera éprouvante. Le premier jour, votre multimètre affichera une tension proche de 0, peut-être 0,2 volts, voire rien du tout. Ne touchez à rien. Ne modifiez pas le câblage. N'ajoutez rien à la terre. Le système n'est pas défaillant. Les bactéries n'ont tout simplement pas encore trouvé le substrat carboné. Elles sont présentes dans le compost que vous avez ajouté à la terre, mais elles n'ont pas encore colonisé l'électrode. Leurs nanophiles ne se sont pas développés. Le processus n'a pas encore commencé. Soyez patient. Maintenez la terre humide. C'est votre seule tâche pendant la première semaine. À la fin de la première semaine, les mesures commenceront à augmenter. 5-10 de volts, puis 1-10. Il se passe quelque chose là-dessous, dans l'obscurité. Les bactéries se fixent aux fibres de carbone. Elles étendent leurs membranes conductrices. Le biofilm commence à se former. À la deuxième semaine, quelque chose change. Vous vérifiez le multimètre et la valeur a augmenté brusquement. 2,10 de volts, puis 3,10. La zone anodique est devenue totalement anaérobie. La colonie bactérienne est bien établie, dense et transfère activement des électrons sur le feutre de carbone, faute d'autres endroits où les envoyer. Entre la troisième et la quatrième semaine, la plupart des installations domestiques se stabilisent entre 0,3 et 0,7 volts. La tension reste stable, ne fluctuant quasiment pas, car le système a atteint un équilibre vivant. La plante produit du sucre. Les bactéries le consomment et libèrent des électrons. Ces électrons circulent dans votre fil. Jour et nuit, par tous les temps, été comme hiver, tant que la plante est vivante et que la terre est humide. Il ne s'agit pas d'une batterie qui se décharge, mais d'un cycle métabolique qui s'auto-entretient. Branchez votre LED entre les deux fils et admirez-la briller. Le son sera faible avec un seul pot. C'est la vérité. Mais laissez-moi vous décrire la première impression. Vous avez un pot de terre,
une plante achetée pour 8 $, 2 morceaux de tissu de carbone et 2 fils. Aucune pile, aucune prise, aucune réaction chimique qui se consume. Et une minuscule lumière rouge brille dans l'obscurité, alimentée uniquement par la relation entre une plante et les organismes invisibles qui vivent dans son sol. Il y a quelque chose dans cet instant qui est difficile à décrire. Ce n'est pas une question de luminosité, mais de principe. On assiste en direct à la production d'électricité par la biologie. Vous assistez à un processus qui se déroule sur cette planète depuis bien avant les dinosaures. Vous lui avez simplement donné un moyen de se manifester. Maintenant, pour obtenir une lumière plus intense ou alimenter un appareil plus puissant, il faut les brancher en série. Connectez 2 potentiomètres en série. La borne positive de L1 à la borne négative de L autre, et la tension double. 3 pots triples de 10 ampoules branchées en série fournissent une tension de 3 à 7 volts. Cette tension alimente facilement une matrice de LED lumineuse qui fait fonctionner indéfiniment un petit capteur d'humidité du sol pour votre jardin. Ce capteur alimente un microcontrôleur basse consommation ou un petit thermomètre numérique. Imaginez une étagère près de votre fenêtre avec 5 guirlandes lumineuses, chacune dans son propre pot, reliée à la suivante par un fil. Les plantes sont vertes et vigoureuses, se comportant comme de vraies plantes d'intérieur. Mais en dessous, invisible, une chaîne de batteries vivantes fonctionne. La tension combinée alimente une bande de LED à lumière chaude le long de l'étagère. Pas de prise, pas de câble mural, pas de pile à changer. Les lumières brillent parce que les plantes sont vivantes. Si un visiteur demande où sont branchées les lampes, répondez-lui qu'elles sont branchées dans la terre et observez sa réaction. Voilà le genre d'instant que cette technologie permet de créer. Imaginez-la à plus grande échelle. Une salle de classe avec 15 plantes en pot, disposées sur le rebord de la fenêtre et reliées entre elles par un câble, alimentant un petit écran de station météo affichant la température et l'humidité. Les enfants ne se contentent pas d'arroser des plantes. Ils entretiennent un réseau électrique. Ils mesurent la tension à l'aide d'un multimètre. Ils apprennent que l'électricité ne provient pas uniquement des prises murales et des piles. Elle est le fruit du travail métabolique d'organismes invisibles à l'œil nu. Cette leçon ne figure dans aucun manuel scolaire, mais elle est bien présente dans un seau de terre posé sur une étagère de la classe. Le principe qui alimente 300 lampadaires à Amsterdam s'applique aussi bien à votre rebord de fenêtre qu'à une rizière en Indonésie. Les lois de la physique sont identiques à toutes les échelles. Réfléchissez-y un instant. On estime à 1,5 milliard le nombre de foyers sur Terre. Des centaines de millions d'entre eux possèdent au moins une plante en pot. Chacune de ces plantes a libéré de l'électricité dans son pot pendant toute sa vie. Et personne dans ce foyer ne s'en est rendu compte. Chaque parterre de jardin que vous avez cultivé a déversé de l'électricité dans le sol sous vos genoux. Chaque zone humide, chaque marais, chaque sol forestier de la Terre est le théâtre d'une réaction électrochimique continue alimentée par la lumière du soleil, entretenue par des bactéries et alimentée par le plus ancien système de capture d'énergie du vivant. Nous l'avons bétonné, nous l'avons tondu, nous l'avons composté. Jamais nous n'avons songé à sonder la Terre et à écouter ce qu'elle avait à nous dire. Voici ce qui la distingue fondamentalement de toutes les autres technologies énergétiques existantes. Les panneaux solaires se dégradent en 20 à 30 ans. Les éoliennes nécessitent un entretien constant. Les batteries au lithium perdent de la capacité à chaque cycle de charge et génèrent des déchets toxiques lors de leur fin de vie. Une pile à combustible microbienne végétale ne présente aucun de ces inconvénients. Le feutre de carbone ne se corrode pas. Les bactéries se reproduisent indéfiniment. La plante pousse, fleurit et peut être rempotée lorsqu'elle devient trop grande pour son pot. L'ensemble du système est vivant. Lorsqu'un élément vivant faiblit, il se rétablit.
Lorsqu'une pile à combustible perd en efficacité, on ajoute du compost frais et la colonie bactérienne se reconstitue. Lorsqu'une plante arrive en fin de vie, on en plante une nouvelle et le cycle recommence. Il n'y a aucun déchet. Le seul sous-produit chimique est l'eau. Pendant le fonctionnement du système, la centrale absorbe activement le dioxyde de carbone de l'air pour produire les sucres qui nourrissent les bactéries, générant l'électricité. Cette technologie n'est pas neutre en carbone, mais elle est à bilan carbone négatif. Elle purifie l'atmosphère tout en produisant de l'énergie. Je voudrais vous laisser avec une dernière image. On estime à 390 milliards le nombre d'arbres sur Terre. Plus de 300 000 espèces de plantes à fleurs. Chacune d'elles, par ses racines, libère des sucres dans le sol. Chacune d'elles nourrit des communautés de bactéries qui rejettent des électrons comme déchets métaboliques. L'énergie électrochimique totale qui circule chaque jour dans les sols de notre planète est une quantité presque inconcevable. Nous nous trouvons sur une batterie vivante de la taille d'un continent, et nous avons été trop occupés à construire des centrales à charbon pour nous en apercevoir. Nous captons une infime fraction de cette énergie grâce à un morceau de tissu de carbone et 2 fils électriques, et nous obtenons une lueur scintillante à partir d'un pot de boue. Cela devrait à lui seul changer votre regard sur ce qui se trouve sous vos pieds. Mais les chercheurs de Wageningen ne comptent pas s'arrêter là. Leurs travaux les plus récents confirment que les électrodes améliorées par des nanomatériaux et les communautés microbiennes optimisées permettent d'accroître la densité de puissance d'année en année. De nouvelles conceptions d'électrodes, utilisant des granules de charbon actif et des composites de graphène, affichent des gains d'efficacité impossibles à atteindre il y a 5 ans. Le potentiel théorique de cette technologie n'est pas encore atteint. Les chercheurs qui l'ont développé pensent même qu'il est encore loin d'être exploité. Inutile d'attendre. Vous pouvez construire la version actuelle dès aujourd'hui. Un pot, une plante, 2 morceaux de feutre de carbone, 2 fils électriques, 5 minutes de préparation et les bactéries qui sommeillent dans la terre de votre jardin depuis des millions d'années, attendant qu'on leur donne une mission. Les matériaux coûtent moins cher qu'un dîner pour 2. Le système fonctionne pendant des années. Il ne vous demande rien d'autre que de l'eau et une fenêtre ensoleillée. Et quand quelqu'un visitera votre maison et remarquera cette faible lueur rouge dans le coin et vous demandera ce que c'est et que vous lui direz que c'est une LED alimentée par une plante en pot et les bactéries qui vivent dans sa terre, il ne vous croira pas. Ils s'approcheront. Ils chercheront la pile cachée. Ils vérifieront s'il y a un câble derrière l'étagère. Et lorsqu'ils ne trouveront rien, lorsqu'ils comprendront que la lumière provient de la boue, des racines et d'organismes invisibles qui font ce qu'ils font depuis le début de la vie sur cette planète, quelque chose changera dans leur perception du monde. Voilà ce que fait cette technologie avant même d'alimenter un lampadaire. Elle change notre perception du possible. La Terre n'est pas morte, elle est électrique et elle attendait que vous la découvriez. Si c'est à changer votre façon de voir ce qui pousse sous vos pieds, abonnez-vous. J'en ai beaucoup d'autres à venir et la prochaine ira encore plus loin. On se retrouve bientôt.